tout le monde fait passer ça. You complain about the life that you chose. Un misogyne. Comment t'as su que tu préférais les femmes? T'es végétarienne toi maintenant? Bah non, pourquoi? I look like a pencil. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. I love you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode estival de Sorociné. Alors c'est l'été, vous aurez remarqué qu'on a tous très chaud, les canicules et les incendies continuent de se succéder, alors pour retrouver un peu de joie de vivre et de fraîcheur, on s'est réfugié dans les salles obscures pendant une bonne partie de l'été. Je suis Marianne Agier et même si une partie de la rédaction est actuellement en vacances, je suis partie en quête de leurs recommandations, parfois faites les pieds dans l'eau, des films et des séries incontournables de cet été. Et oui, des sorties il y en a eu ces dernières semaines puisqu'on va vous parler de choses très différentes, des blockbusters homériques, vous savez de quel film je parle, de pépites horrifiques comme Obsession, de petits films indés comme Les Matins Merveilleux ou encore de Charlie XCX, mais aussi de la ressortie en salle d'un des piliers de notre cinéphilie, en tout cas pour certaines, Kill Bill, qu'on revoit aujourd'hui avec beaucoup de scepticisme. Alors reprenez du popcorn parce qu'on a beaucoup de films à débriefer. Et on commence tout de suite avec pas des moindres, puisqu'on vous parle du blockbuster le plus attendu de l'année, l'Odyssée, le dernier film de Christopher Nolan. Alors, à moins de vivre dans une grotte, vous connaissez le principe. Dans son dernier film, Christopher Nolan a choisi d'adapter le fameux poème d'Homère, un des récits les plus célèbres de la littérature, qui raconte le retour très laborieux d'Ulysse, roi d'Ithaque, après la guerre de Troie, puisqu'il va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Alors pour ce film au budget gargantuesque de 250 millions de dollars, Nolan s'entoure d'un casting all-star, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya et j'en passe, de quoi être peut-être un peu frileuse. Et puis il faut dire aussi que quand on s'intéresse à la représentation des personnages féminins à l'écran, on a toujours un peu l'impression de se cogner à un mur quand on voit les films de Nolan, puisqu'il est aussi célèbre pour son écriture très faible de personnages féminins. Tous ses films, ou presque, présentent un héros masculin qui est torturé par la mort ou l'absence de sa femme. Les personnages féminins dans toute sa filmographie pourraient se compter sur les doigts d'une seule main. Bref, Nolan n'est tout simplement pas très intéressé par l'écriture de personnages féminins. Alors qu'en est-il de l'Odyssée, un texte qui n'est pas non plus connu pour son féminisme flagrant, même s'il a fait l'objet de nombreuses réinterprétations au fil des siècles? Eh ben, quoi qu'on en dise, le résultat n'est pas inintéressant à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs Margot Barallon qui nous en parle. Alors, moi, je trouve que c'est un film très intéressant à plusieurs titres. J'aime beaucoup la relecture que fait Nolan du mythe d'Homère. D'abord, en fait, dans sa manière de présenter finalement la guerre de Troie comme un traumatisme originel pour Ulysse, pour ses hommes et pour finalement le monde entier. C'est un film qui parle de la guerre, mais vraiment sous le prisme de cette guerre qui a traumatisé tout le monde, qui a fait énormément de dégâts et qui est directement imputable finalement à l'ego et l'hubris de dirigeants belliqueux. Ça, je trouve ça assez intéressant. C'est pas forcément très fidèle au livre, mais c'est très intéressant. Je trouve que son Ulysse finalement est un personnage donc de vétéran traumatisé. Moi, c'est quelque chose qui me plaît assez et je trouve que Matt Damon s'en sort plutôt très bien dans ce rôle-là. Après, sur les points plus négatifs, on retrouve les personnages féminins chez Christopher Nolan qui sont souvent sacrifiés. Alors là, c'est pas le cas de tous, mais on peut quand même citer cette pauvre Calypso qui a un rôle de pur psychologue pour Ulysse le traumatisé, justement, et qui n'a absolument aucune profondeur, aucune épaisseur. Et cette pauvre Charlize Theron dans le rôle qui ne peut absolument rien faire avec une écriture aussi pauvre. C'est moins le cas de Circé et Pénélope. Je trouve que c'est des personnages plutôt réussis dans le film. Pénélope parce qu'on ne nous la présente pas comme une veuve éplorée qui attend très amoureuse toujours son mari, mais plutôt comme une femme assez en colère finalement de ne pas pouvoir occuper le trône comme le faisait son époux puisque c'est une femme. Le personnage de Circé, lui, alors il est un petit peu surligné, mais bon, là encore, c'est Christopher Nolan, il ne faut pas non plus s'attendre à de la grande subtilité, mais je trouve ça intéressant de montrer cette sorcière précisément comme une femme seule qui a l'habitude de voir des hommes débarquer sur son île et qui finalement les change en porcs parce qu'ils se comportent comme des porcs avec elle. C'est une relecture qui a déjà été faite dans la littérature, j'entends, mais là, elle est montrée assez clairement, alors un peu trop clairement encore une fois, mais je trouve que c'est un personnage plutôt
plutôt intéressant et l'actrice Samantha Morton est absolument extraordinaire. Donc s'il fallait résumer l'Odyssée, c'est un film à voir, d'abord parce que évidemment à voir sur grand écran, parce qu'évidemment il y a toutes ces prouesses techniques, ces performances, mais je trouve par ailleurs que Christopher Nolan ne s'en sort pas si mal avec un mythe que à peu près tout le monde connaît et sur lequel beaucoup de gens ont un avis. Un autre film incontournable de cet été, dans un autre genre, c'est Obsession, un film d'horreur qui est sorti discrètement en mai et qui a connu un bouche à oreille phénoménal cet été. Alors Obsession, c'est le deuxième long métrage de Curry Barker, un humoriste qui s'est d'abord fait connaître sur YouTube. Et Obsession a été réalisé avec un budget de 750 000 $, ce qui est franchement minuscule. Souvenez-vous des 250 millions de budget pour l'Odyssée. Alors dans Obsession, on suit l'histoire de Bear, un jeune homme qui est secrètement amoureux de son ami et collègue Nikki, mais qui n'arrive pas à lui avouer sa flamme. Alors un soir où il cherche un cadeau pour Nikki dans une boutique ésotérique, il tombe sur un One Wish Willow, qui est un petit morceau de bois de saule qui exaucerait son vœu le plus cher. Alors vous voyez peut-être où je veux en venir, Bear va faire le vœu que Nikki tombe éperdument amoureuse de lui, et forcément cet amour contraint va virer à une obsession de plus en plus terrifiante de la part de Nikki. Alors il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur Obsession et sur ses qualités en tant que film d'horreur, je ne vais pas forcément revenir là-dessus. En revanche, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont le film se place dans la continuité d'autres films assez récents qui utilisent l'horreur pour raconter la dépossession du consentement et la masculinité toxique. Alors c'est pas nouveau, le film d'horreur a toujours été un genre très utilisé pour raconter les violences sexuelles ou les discriminations de tout ordre et à toutes les époques, mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à quelque chose de plus ouvertement affirmé par l'industrie cinématographique dans les discours sur la masculinité et aussi sur les incels dans les films d'horreur, et Obsession en fait très clairement partie. Alors ce film, c'est en quelque sorte un film de possession puisque Nikki va se retrouver sous l'emprise de ce vœu qui a été fait contre son gré, et c'est comme si elle avait en elle une sorte de deuxième personnalité qui la possédait, qui prenait le dessus pour la forcer dans cette relation qui n'est pas consentie. Et je trouve que le film est particulièrement terrifiant dans les moments où la jeune femme essaye en fait de rentrer en conflit avec cette possession, et dans quelques moments de lucidité, elle va être complètement désespérée. Il faut dire d'ailleurs que l'actrice qui joue Nikki, donc Indy Navarrete, est absolument bluffante et a été une vraie révélation du film. Et je pense en particulier à une scène qui se passe de nuit. Alors une bonne partie du film se passe de nuit, mais qui se passe en particulier dans leur chambre. Une scène qui a été énormément reprise sur les réseaux sociaux parce que l'actrice a à ce moment-là un maquillage qui est juste terrifiant. C'est donc un moment où Nikki s'est réveillée après un cauchemar où on comprend qu'elle a eu un moment de lucidité sur cette possession-là et où elle dit qu'elle ne veut pas se rendormir parce qu'elle a peur de ses rêves, et c'est peut-être le moment que j'ai trouvé le plus glaçant du film. Alors je disais que ce film en a rappelé d'autres avec ce pitch où un incel cherche à outrepasser le consentement de sa copine et forcément ça finit par mal tourner. Je pense d'abord au film Companion, le film de Zach Cregger qui était sorti l'année dernière. Je vous en dévoilerai pas le pitch, il n'était pas extraordinaire, mais il racontait quelque chose de sensiblement similaire. Je pense à un autre film, Don't Worry Darling, le film de la réalisatrice Olivia Wilde qui était sorti en 2022, qui est lui-même un remake d'un film des années 70, Les Femmes de Stepford. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence d'Obsession et de Companion, Don't Worry Darling raconte cette histoire de dépossession du point de vue du personnage féminin, peut-être parce qu'il est fait par une réalisatrice, et c'est peut-être ça qui manque encore dans Obsession. J'ai souvent entendu l'argument que le film aurait été encore plus terrifiant s'il se situait du point de vue de Nikki plutôt que celui de Bear, qu'on finit presque par prendre en pitié à la fin du film, et je suis plutôt d'accord avec cette idée. Alors on change encore radicalement de registre avec Les Matins Merveilleux, le premier long métrage d'Avril Besson qui fait suite à son court métrage Queen Size que je vous recommande. Les Matins Merveilleux, ça raconte une histoire d'amour entre Charlie qui vient de perdre sa grand-mère et Marina, la tenancière d'un bar où Charlie est de passage. Alors Les Matins Merveilleux, ça fait le récit très doux de cette histoire d'amour queer. Et cette dimension queer, c'est encore sa réalisatrice, Avril Besson, qui en parle le mieux, puisque Alice Arpaia a pu l'interviewer pour la sortie du film, une interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site et dont je vous laisse écouter un passage. L'un des sujets, donc vous avez un personnage trans, mais c'est pas du tout le sujet, et ça c'est génial. Et il y a quelques temps, j'avais discuté en interview avec Nathan Ambrosini sur Les enfants vont bien, et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit aujourd'hui c'est l'heure de faire les films d'après, en fait, où c'est pas des sujets, en fait, les personnages sont comme ça, les personnages sont queer, et on parle d'autres histoires. Et je trouve que votre film s'inscrit vraiment dans ces films d'après, finalement, où c'est
pas le sujet, c'est juste normal, c'est la vie. Et je trouve que c'est hyper important et hyper politique, l'air de rien. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça. Non mais c'est certain, je pense qu'on a plus personne n'a envie de voir le meilleur ami gay qui est là que pour être le meilleur ami gay, faire des blagues et machin. On n'a plus envie, je pense qu'on n'a plus envie de ces figures queer qu'on utilise vraiment dans les seconds rôles pour valoriser un personnage principal hétéro. Je crois que ça y est, ça suffit quoi. Il faut donner les récits à la première personne, il faut que les personnes queer se racontent à la première personne et surtout de sortir de ces schémas. Marina, elle n'est pas définie par sa transidentité, elle est définie parce que ses parents l'ont abandonnée, elle est définie par le fait qu'elle vit dans ce village, elle est définie par le fait qu'elle est grande. Enfin, il y a 1000 choses qui la définissent. Et c'est vrai que comme c'est pas un récit de transition, il n'y a aucune raison de parler d'une transition qu'elle a potentiellement vécue il y a 10, 15, 20 ans. Donc, du coup, il y a un truc de la prendre dans un endroit installé et donc de créer du lien parce que je pense qu'on peut se reconnaître en Marina parce qu'elle a peur d'aimer. Pas parce qu'elle est trans et qu'elle a peur d'aimer, juste parce qu'elle a peur d'aimer. Et donc d'enlever un peu les attributs et après, oui, bien sûr, il faut faire des films avec des personnes trans dans des films où c'est pas le sujet, mais il faut aussi mettre des actrices trans dans des rôles de femmes cis. Je pense qu'il faut péter complètement tous les rapports à la norme, à la normalité et à ce qu'on attend des actrices trans parce que et des actrices et acteurs queer en général, parce qu'il y a, comme disait Raya tout à l'heure, il y a énormément de sensibilité et de richesse à aller chercher chez des personnes queer. C'est important, j'imagine aussi d'avoir des plateaux queer aussi derrière la caméra. Enfin, raconter des histoires queer, c'est génial, mais en plus, si ceux qui la font derrière à tous les postes sont aussi impliqués, je pense que ça change aussi beaucoup de choses. Moi, j'avais des mauvaises expériences de mes premiers tournages de sentir qu'il y avait deux équipes de tournage, quoi. Celle qui était devant, mais en gros, c'est 3 personnes, quoi. Premier assistant, chef op, voilà. Et après, tous les gens qui étaient derrière et qui faisaient ça comme ils auraient pu faire autre chose, etc. Et donc là, moi, j'avais vraiment envie d'avoir des personnes qui avaient vraiment lu le scénario, qui aimaient le scénario, qui avaient des retours à me faire, que je pouvais écouter. Et c'est beaucoup plus enrichissant, en fait, d'être capable d'avoir pas 1, 2, 3 vécus, mais 10 vécus, 15 vécus de personnes qui peuvent aider à construire cette histoire. Et je me souviens, justement, quand il y a eu la scène d'amour, on était tous hyper émus. En fait, il y avait quelque chose comme ça, on les avait vus comme ça, tout le film, se tourner autour. Je sais pas comment dire, mais j'aurais pas pu le faire autrement, ce film-là, en tout cas. Du côté de Noémie Attia, c'est le nouveau film de Gregg Araki qui a retenu son attention, I Want Your Sex. Alors Gregg Araki, c'est ce réalisateur américain qui s'était beaucoup fait remarquer dans les années 90-2000 avec un cinéma très punk et queer, avec des personnages souvent adolescents avec une sexualité très libre. Alors dernièrement, on l'avait beaucoup vu du côté des séries et avec I Want Your Sex, il revient à la réalisation de long métrage pour la première fois depuis 12 ans, avec un thriller érotique qui nous a un petit peu rappelé le pitch de Baby Girl sorti l'année dernière, puisqu'on y parle d'une artiste célèbre qui va embaucher un jeune homme pour devenir son esclave sexuel. Je n'en dis pas plus et je laisse Noémie nous en parler. Le premier film dont je voulais vous parler, c'est I Want Your Sex de Gregg Araki. C'est l'histoire d'une artiste contemporaine de 40 ans qui soumet sexuellement son assistant de 23 ans, qui lui rêve d'un érotisme débridé dans une époque où la jeunesse est plus déconnectée que jamais de ses envies charnelles. Ça, c'est le postulat du film. C'est Olivia Wilde et Cooper Hoffman qui campent ces 2 personnages et le casting est très réussi. I Want Your Sex, en fait, ça résonne un peu comme un message de Gregg Araki à la Gen Z qui nous dirait « Vous ne baisez pas assez ». Et le postulat fait un peu peur. Mais le film nuance ce constat très tonton Gen X, comme l'a surnommé Lisa Durand de la rédac, avec une certaine autocritique et une bonne dose d'humour cartoonesque et très référencé. Donc on passe un bon moment devant I Want Your Sex, même s'il ne restera sûrement pas dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse toujours, moi j'aime bien rapporter ce film à une certaine critique des relations de domination au travail, et notamment dans le milieu de l'art. Finalement, qu'est-ce qui est le plus humiliant ? Une domination sexuelle ou une domination salariale ? L'autre reco de Noémie, ça concerne une chanteuse un peu connue, dont vous avez peut-être entendu parler, Charli XCX, parce que même si le Brat Summer c'est déjà So 2024, la chanteuse a fait l'actualité à de nombreuses reprises ces derniers mois, notamment avec son nouvel album qui n'est pas sans lien avec le cinéma. Et donc le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est en réalité un film-album sorti par Charli XCX qui accompagne donc son album Music Fashion Film. 2 ans après le phénomène mondial qu'a été Brat, Charli XCX revient donc avec cet album qui semble répondre au précédent.
music fashion film avec sa cover tout en noir et blanc, très classe, qui regroupe 3 pontes de ses disciplines respectives, John Cale, Marc Jacobs et Martin Scorsese. On peut s'interroger pourquoi est-ce qu'elle a choisi 3 hommes, et 3 hommes blancs d'un âge médian, mais c'est intéressant dans cette inversion du regard. Et la chanteuse sort en même temps que cet album un film qui est posté sur sa chaîne YouTube, qui fait office de note d'intention, moi je trouve, pour cet album, qui est très intéressant dans sa forme. Moi je vous conseille de le regarder, en tout cas c'est une bonne manière, je trouve, de découvrir cet album, même si on reste sur une esthétique presque clip, mais en fait qui est un peu aussi presque journal. Je trouve que c'est assez rare d'avoir des projets cinématographiques qui accompagnent des projets musicaux. Moi j'applaudis Charli XCX pour ça. On voit que dans ces derniers mois elle a fait un tournant vers le cinéma. Elle joue dans plusieurs films et il y a aussi ce film The Moment qui est sorti en janvier 2026 et qui raconte en fait l'alternative assez réaliste finalement d'une Charli XCX qui serait perdue dans le succès de Brat et qui accepterait des suggestions toutes les plus absurdes et les plus éloignées d'elle les unes que les autres, dans le seul but de surfer sur cette vague de célébrités nouvellement acquises. Et en fait, Music Fashion Film, après avoir vu ce côté presque dystopique avec The Moment, Music Fashion Film fait très plaisir à entendre et à voir. Et on sent que c'est un projet vraiment sans concession, qui a été produit avec la vitesse et la fougue d'une artiste indépendante, mais dont le succès est en fait garanti parce que Charli XCX est depuis Brat une superstar internationale. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film Music Fashion Film, que je vous recommande de regarder, c'est un peu ce cheminement qu'elle fait, parce que la musique, la mode et le cinéma, ce sont ses 3 passions, ça c'est elle qui le dit, mais en fait plus on avance et plus on se rend compte qu'il n'y a pas que l'art dans la vie, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, et qu'en fait on passe d'un moment où elle nous raconte comment elle dédie toute sa vie à son art, pour en arriver à un moment où en fait, donc c'est une chanson qui est en featuring avec David Cronenberg. Et en fait, moi je vous recommande de regarder rien que pour ce moment-là à la fin du film, où en fait on se pose la question de qu'est-ce que la vie sans art tout le long de l'album. Donc pour elle, l'art est toute sa vie, mais surtout qu'est-ce que l'art sans vie. Désolée pour la philosophie de comptoir, mais en fait c'est vrai, on a tendance, je pense que les artistes sont souvent bloqués dans cet idéal de créer de l'art qui leur survit. Mais en fait, quoi de plus important que la vie, voilà. Et puisque Charli XCX est décidément partout cet été, c'est aussi Léon Cattan qui nous en parle avec Éruption, un film de Pete O sorti fin juin, une histoire d'amour volcanique à tout point de vue, dans lequel joue la chanteuse, et elle nous en parle. Ma recommandation de l'été, c'est le film américain Éruption de Pete O avec Charli XCX, Lena Gora, Jeremy O'Harris et Will Madden. Depuis l'album Brat, on entend beaucoup parler de Charli XCX en tant que musicienne, mais aussi en tant qu'actrice, avec une cinématographie éclectique qui va de Greg Araki à bientôt Takashi Miike. Et dans Éruption, qu'elle a coécrit avec Pete O, à l'instar de tout le reste du casting, elle incarne le rôle de Bethany, une jeune femme mystérieuse qui s'apprête à épouser son amoureux transi, Rob. Il a prévu de faire sa demande à Varsovie, où Bethany voulait à tout prix passer des vacances, mais comme on le découvre, la jeune femme y va dans un but bien précis, retrouver Nell, une fleuriste avec qui elle entretient une relation intense et pourtant platonique depuis des années, une relation volcanique je dirais même, et vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un mauvais jeu de mots. Alors, Éruption peut agacer de premier abord avec ses allures de film d'auteur caricatural, ambiance images granuleuses, voix off poético-pragmatique et protagoniste torturé, c'est très mumblecore. Il faut réussir à dépasser ce petit côté poseur film d'indé américain et accepter qu'on va se laisser piéger, parce que non, Éruption n'est pas une ode à la passion qui détruit tout sur son passage, mais une déconstruction de cette dernière. Ce n'est pas une belle histoire, mais une remise en question de ce besoin très humain de se raconter des histoires, de mettre sa vie en narration, parfois au détriment des autres. On vous parle des films sur grand écran, mais on n'oublie pas non plus les séries. Et de ce côté-là, c'est Enora Abri qui nous dévoile son dernier coup de cœur avec Furious, une série d'Elizabeth Merriweather disponible depuis fin juillet sur Disney+, un thriller bien ficelé dont elle nous parle.
Alors mon petit coup de cœur de l'été, c'est la série Furious de la scénariste britannique Elizabeth Merriweather. Ne me demandez pas de prononcer ce nom une nouvelle fois s'il vous plaît. Elle avait déjà signé de nombreuses séries comme la superbe Dropout avec Amanda Seyfried et cette fois elle nous surprend en nous emmenant du côté du thriller. Dans Furious, on suit Alice, un agent du FBI incarné par Emily Rossum, qu'on est d'ailleurs hyper contente de retrouver car elle avait un peu disparu de nos écrans après Shameless. Et cette fameuse Alice décide de prendre en chasse une tueuse en série qui s'attaque à divers hommes assez friqués. Au fil des épisodes, on développe une certaine fascination pour cette tueuse remarquablement cinglée et on découvre le passé d'Alice. Alors là, vous vous dites « Ok, merci, c'est simplement un petit remake de Killing Eve, les superbes tenues de vilaine en moins ». Mais non, Elizabeth Merriweather, waouh, j'ai réussi à prononcer ce nom 2 fois, arrive à ouvrir une autre route avec son arc narratif après un premier épisode qui est quand même un peu convenu. Elle parvient à parler des violences faites aux femmes et surtout des diverses manières de réagir au trauma et de se réapproprier la violence. Alors si vous avez le cœur un peu accroché et une certaine résistance au cringe, lancez-vous dans Furious, c'est dispo sur Disney+. Pour terminer, il y a quelqu'un à la rédaction de Sorociné qui est passionné de ressorties et de restauration de films. C'est bien sûr Alicia Arpaia, notre correspondante cinéma de Matrimoine et de Patrimoine. Et ici, elle s'attaque à un des films fondateurs de sa cinéphilie, Kill Bill, première et deuxième partie, qui est ressorti en salle début juillet dans une version intégrale, restaurée en 4K et légèrement remontée. Alors comment est-ce qu'on regarde Kill Bill en 2026 avec un bagage féministe en tête ? C'est une question qui n'est pas simple et Alicia avait beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc je lui laisse la parole. Pour moi, l'été, c'est le moment parfait pour réviser ces classiques. Et donc, début juillet, j'ai décidé d'aller voir pour la première fois en salle un film qui a forgé ma cinéphilie à l'adolescence et qui en plus dure 4h30, ce qui était plutôt chouette en période de canicule, on va pas se mentir. Donc ce film, c'est Kill Bill de Quentin Tarantino, qui est sorti en 2003 et qui est donc ressorti dans sa version intégrale cette année sous le sous-titre The Whole Body Affair. Donc c'est un film, comme je disais, que j'adore, particulièrement le volume 1, que j'ai pu voir vraiment en boucle à 20 ans, tant j'étais enthousiasmée par cette héroïne, mais aussi par la forme du film, par son énergie et par sa BO. Alors que mon rapport au volume 2 était beaucoup plus distant, mais ça je vais y revenir, parce que le fait de voir les 2 films ensemble, ça m'a aussi fait comprendre pourquoi j'aimais moins la deuxième partie de Kill Bill lors de ce visionnage. Alors un visionnage dont j'étais très curieuse, mais dont j'étais aussi un petit peu inquiète, sachant notamment ce qui a pu se passer sur le plateau, parce que pour rappel, Uma Thurman a dénoncé en 2018 dans une interview au New York Times, dans la foulée du mouvement MeToo, les conditions de tournage. Tarantino lui a craché au visage et étranglé avec une chaîne pour les besoins de 2 scènes, ce qu'il a d'ailleurs confirmé en se dédouanant quand même de la situation. D'ailleurs, il a refait plus ou moins la même chose avec Diane Kruger sur Inglourious Basterds. Et surtout, il y a eu un accident sur une séquence en voiture qui a blessé la comédienne et pour laquelle le réalisateur avait refusé qu'elle soit doublée. Des images en plus qui ont longtemps été cachées par le producteur Hervé Weinstein pour éviter les poursuites. Producteur qui avait d'ailleurs aussi agressé Uma Thurman quelques années plus tôt, comme elle a pu le dénoncer dans cette même interview. Donc voilà, le décor et le contexte est reposé, mais ça fait quoi de revoir Kill Bill en 2026 ? Et est-ce qu'il y a finalement quelque chose ou pas de féministe ? C'est une grande question qu'on se pose beaucoup autour de ce film. Féministe avec des très gros guillemets, parce qu'on est quand même dans le cinéma de Quentin Tarantino. Alors, premier point déjà, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie différence de ton entre la première et la deuxième partie. L'unité, elle est vraiment pas si évidente que ça quand on les voit accolés l'un à l'autre, notamment sur le traitement des personnages féminins et la figure de Bill. Donc commençons d'abord par la figure de Bill. Dans le volume 1, Bill, c'est un monstre sans visage. C'est une entité inquiétante dont on n'entend que la voix, une ombre qui symbolise le mal absolu. Rappelons quand même que le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, s'ouvre sur un féminicide. La mariée, donc jouée par Uma Thurman, reçoit dans la tête une balle de la part de son ex, alors qu'elle lui révèle que l'enfant qu'elle porte est le sien. Donc on est déjà sur la pire des violences patriarcales, et ce n'est pas terminé, puisqu'elle va découvrir à son réveil du coma qu'elle a été violée pendant plusieurs années par un infirmier qui vendait aussi son corps inerte à d'autres hommes. La vengeance de la mariée ainsi, et je trouve que c'est encore plus évident quand on revoit le film aujourd'hui, c'est d'abord l'histoire de la vengeance d'une femme sur les violences masculines qu'elle a subies dans la lignée finalement de ces films qui optent pour la formule du rape and revenge. Ici c'est même un féminicide and revenge, on peut dire ça comme ça. Et c'est une entreprise qu'elle va aborder seule avec donc ce personnage,
Bill en ligne de mire à abattre. Mais sur son chemin, et c'est là aussi qu'il y a une certaine ambiguïté, c'est qu'il y a beaucoup de sbires à tuer, et la majorité d'entre eux, ou plutôt d'entre elles, sont des femmes. Avant d'aller un peu plus sur le négatif, je voulais d'ailleurs revenir sur l'une d'entre elles, le personnage de Oren Ishii, qui est la chef de la pègre japonaise et qui est vraiment son adversaire principal dans la première partie du film et qui est joué par Lucy Liu. Ce que j'aime dans leur combat, c'est que les deux femmes, en fait, sont d'une certaine manière l'égale de l'autre. Oren Ishii n'est pas une méchante à proprement parler. Quand on va découvrir son flashback, son origin story, qui est d'ailleurs en animation et qui est rallongé dans The Wall Bloody Affair, on découvre que cette femme a aussi été victime de violences patriarcale et qu'elle a vu massacrer sous ses yeux ses parents par un homme pédophile qui va la mettre d'ailleurs plus tard dans son lit avant qu'elle ne se venge. Son ascension, elle s'est faite aussi face à la misogynie de ses pères masculins, et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que dans ces gardes du corps, il y a beaucoup de femmes, quasiment une parité dans ces sbires. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et le combat final, quand il commence entre la mariée et Oren Ishii, c'est dans une forme de respect mutuel. Elles se saluent avant le combat, elles respectent les règles, il y a une forme de grâce, vraiment, dans leurs coups de sabre, chacune se battant un petit peu pour sa survie, sans haine ni jalousie à l'égard de l'autre, ce qui en fait une scène, pour moi, absolument mémorable de combat entre femmes, où ce n'est pas sexualisé, ce n'est pas fétichisé, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du respect mutuel entre deux femmes qui ont vécu les pires violences et qui se battent finalement pour leur survie, quoi. Et d'ailleurs, dans le premier film, il y avait aussi un autre combat qui était assez chouette au tout début contre une ancienne tueuse devenue mère au foyer. Et ce combat a lieu dans un petit pavillon. Et je trouvais assez rigolo justement de montrer qu'une mère peut continuer à être une tueuse. Donc dans ce premier film, il y a quand même pas mal de trucs très chouettes qui sont posés. Et c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime autant. Voilà pour les compliments, passons maintenant à ce qui coince. Pour rester d'abord sur ces combats entre femmes, c'est vrai que dans Kill Bill, il y en a quand même beaucoup. Tarantino, il fantasme sur les combats entre nanas, c'est pas un scoop, il y en a dans beaucoup de ses films, et dans Kill Bill, il y a 5 combats en face à face entre femmes, dans des scènes qui sont assez longues, qui sont pleines de cascades, alors que pour les hommes à chaque fois, c'est assez expéditif, y compris la mort de Bill, je vais y revenir après, mais qui pour moi est extrêmement romantisée et donc extrêmement problématique. Donc dans le premier film, il y avait, comme je le disais, du respect dans les combats entre femmes, et dans le deuxième, finalement, à croire que c'était pas assez vendeur d'avoir des femmes qui se respectent, on a un autre combat avec Anne Driver qui n'est que haine et jalousie, parce que voilà, on comprend que les deux ont été l'amante de Bill par le passé, et elles se haïssent depuis cet instant. Et on sent dans cette scène de combat, qui est assez longue, un plaisir malsain, je trouve, du cinéaste à filmer ces deux femmes qui se mettent sur la gueule. Un plaisir que moi, je partage pas du tout en tant que spectatrice aujourd'hui. Par rapport à ce plaisir malsain du cinéaste à voir son héroïne un petit peu en difficulté, il y a aussi cette scène qui est très connue où elle est enterrée vivante, où finalement c'est un nouveau féminicide qui a lieu. Et là, c'est une scène que j'ai un peu du mal aussi à revoir aujourd'hui, parce que voilà, c'est un homme lâche qui s'en prend à une femme, qui la tue finalement d'une manière peu digne, et je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne toujours un petit peu aujourd'hui dans cette séquence. Mais pour moi, c'est pas ça le point le plus problématique donc de cette deuxième partie du film, parce que la première, moi, j'ai pas grand chose finalement à lui reprocher, mais en fait, c'est l'évolution du personnage de Bill. Comme je le disais tout à l'heure, dans la première partie du film, c'est une ombre maléfique dont on ne voit pas le visage. Et le problème, c'est que dès le début du deuxième film, donc là, dans la partie intégrale, c'est dans la première séquence qui arrive après l'entracte, on lui donne un visage, celui plutôt sympathique de David Carradine, qui, pour ceux qui l'ignorent, était un peu une icône des 70s, puisqu'il était le héros d'une série qui s'appelait Kung Fu, et qui vient raviver la flamme un petit peu nostalgique d'une partie des spectateurs. Donc il a une voix et une attitude qui est quand même assez douce, ce qui n'enlève pourtant en rien au fait que c'est un monstre. D'ailleurs, sa première apparition dans l'église avant le massacre est quand même assez inquiétante, mais progressivement, dans la mise en scène de Tarantino, le monstre va disparaître progressivement. C'est une sensation très étrange pour moi, je trouve, de le voir aujourd'hui dans les 2 dernières heures du film. Le pire étant, par exemple, ce flashback au coin du feu où la mariée lui sourit comme une amoureuse éperdue, et puis le dialogue de fin, alors attention spoiler, qui m'a fait vraiment bondir. Alors oui, la mariée retrouve Bill, sauf qu'au moment où elle veut la battre, elle découvre que c'est un bon papa pour sa fille qui avait survécu. Donc déjà, premier trouble. Et puis, quand elle lui demande pourquoi il a voulu la tuer, il lui répond « Je me suis emporté ».
Et là, je vous jure, il y a eu des rires dans la salle. Car oui, les féminicides et les excuses des hommes qui les commettent, qui sont devenus comme par hasard tout pipou quelques années plus tard, c'est super rigolo. Donc voilà, ça m'a beaucoup irritée et ça m'a permis aussi de conscientiser peut-être un peu plus pourquoi j'avais un problème avec cette partie 2, qui a pourtant toujours été assez acclamée par la critique, parce que voilà, elle avait ce côté western, qui était peut-être un peu plus sérieuse, qui était moins un peu fourre-tout que la première partie, qui pour moi était beaucoup plus enthousiasmante, notamment donc que femme, de voir voilà cette mariée dégommer tout le monde sur son passage, d'y aller à fond et d'être prête à tout pour se venger d'un homme qui lui a fait du mal. Donc ça m'a laissé un petit goût amer à la sortie de la séance, d'autant plus, donc pour ceux qui connaissent le film, peut-être que vous l'avez oublié, mais que la dernière image qu'on voit de la mariée, en fait, c'est d'elle en tant que mère. Et donc on voit cette héroïne, pourtant si puissante, si forte, caractérisée seulement de cette manière-là. Je trouve que c'est un petit peu réducteur. D'un coup, elle n'est plus caractérisée que par ce rôle-là. C'est d'ailleurs écrit sous son nom à la fin. Donc je trouve ça assez réducteur, alors que, en fait, pour moi, la grande question, l'axe principal de Kill Bill, c'est la lutte contre les violences patriarcales, qui est une idée qui était posée vraiment dès les premières minutes du film. Et au final, qu'est-ce qu'on nous dit ? Elle s'est vengée, c'était pour retrouver son petit. Voilà, c'est littéralement la phrase de fin du film. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Mieux vaut peut-être revoir encore et encore le volume 1, si vous n'avez pas trop de problèmes avec le sang, bien sûr, ça reste quand même un film assez violent, et de voir le volume 2 avec un peu plus de distance, mais c'est quand même intéressant de le revoir aujourd'hui parce qu'il vient aussi appuyer toute l'ambiguïté du cinéma de Tarantino sur sa représentation des personnages féminins entre puissance et érotisation d'une violence à leur encontre, face ici à un monstre, Bill, qu'on va finir par humaniser. C'est la fin de cet épisode estival de Sorociné. On avait encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous rappelle que vous pouvez toujours retrouver sur notre site sorociné.com toutes nos critiques et interviews des sorties de ces dernières semaines, qui sont également à retrouver sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à toutes mes intervenantes, un grand merci à vous pour votre écoute. Et on vous retrouve très vite pour notre épisode de rentrée où on va s'attaquer cette fois à une série, et pas des moindres, puisqu'on va faire le bilan à froid sur Game of Thrones et son sequel, House of the Dragon, dont la 3e saison vient tout juste de se terminer. D'ici là, prenez soin de vous, pensez à vous hydrater et à très bientôt.